Eh bien bonsoir, bienvenue sur le Market Insight. Nous sommes ce soir jeudi 28 mai. Vous avez le rappel légal en incrustation et nous allons donc directement embrayer sur les actifs traités qui seront dans l'ordre le S&P 500, le VIX puisque c'est celui qui est directement calculé dessus, et on terminera par le DAX. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons eu pas mal de nouvelles, une fois donc n'est pas coutume, puisque déjà nous venons d'avoir donc les annonces d'Édouard Philippe qui donne un peu plus de liberté à l'intérieur donc justement du confinement qui avait déjà été donc très assoupli. Là aujourd'hui donc nous avons donc beaucoup de déclarations qui a porté déjà le marché plus ou moins au niveau du CAC à la hausse. Maintenant que la nouvelle donc est donnée, il faudra savoir donc si effectivement donc on avait acheté donc la rumeur pour ensuite vendre la nouvelle comme la plupart des cas. La clôture justement, le CAC 40 clôture à 4771,39. Il est encore en hausse aujourd'hui, donc de 1,76%, ce n'est pas rien. Et le DAX, lui, qui clôture un peu plus faiblement à 1,06%, en venant donc chercher les 11 800 points quasiment à 11 781,13. Alors, au niveau donc des annonces fondamentales, évidemment, donc il y a cette partie-là. Il y a aussi donc l'autre qui concerne justement donc le pétrole, les statistiques qui sont arrivées tout à l'heure, qui sont ressorties en hausse, qui a un peu impacté justement donc le prix du pétrole qui a un peu baissé. Toujours les inquiétudes vis-à-vis de Hong Kong. D'ailleurs, le président Trump a annoncé justement donc ils allaient forcément prendre des dispositions parce que Mike Pompeo avait rapporté au Congrès que Hong Kong justement était plus du tout autonome et que donc cela donc allait entraîner vraisemblablement donc des décisions donc de rétorsion vis-à-vis de la Chine. Au niveau des actions américaines, justement, c'est assez mitigé entre guillemets. Il y a aussi donc une annonce que Trump devrait faire également vis-à-vis des médias sociaux. Il a décidé donc de faire un décret qu'on attend, qui justement donc viendrait donc à tempérer les attitudes de Twitter, puisque manifestement donc ils ont pris des mesures contre ses propres tweets et ça il n'a pas du tout aimé. Au niveau du PIB américain, eh bien nous avons eu un recul à déclarer de 5%, alors qu'on attendait donc un recul de 4,8, donc c'est pire. Pour les allocations, demande d'allocation chômage, pareil, hein, on est retombé donc à 2 millions de demandeurs d'allocation chômage pour cette semaine, 2 millions 100. Et en fait, on attendait donc un peu moins, mais globalement donc ça n'est pas si mauvais entre guillemets. Donc c'est aussi pour cela donc que le marché donc n'est pas allé beaucoup plus bas. Et enfin donc ce qui a aussi porté le marché européen, c'est surtout la Commission européenne hein, qui avait annoncé 750 milliards supplémentaires de fonds justement pour relancer donc l'économie. Bon, on passe directement donc aux actifs. Et là vous avez donc un S&P 500 justement pour les personnes débutantes relativement nu. C'est volontaire, puisque là vous l'avez donc actuellement donc en daily, c'est-à-dire en données quotidiennes. Et ce que l'on peut voir, par exemple, ici, c'est que il y a une moyenne mobile à 144 périodes, c'est la moyenne mobile de Fibonacci, que j'ai l'habitude d'utiliser, celle qui est en 377 périodes. Et on voit donc que pendant la baisse du S&P, eh bien, il y a eu une inflexion sur la moyenne mobile à 144 périodes, un peu également sur la 377, mais au lieu donc d'être terriblement haussière, j'irais depuis maintenant quelques années, puisque quand on remonte hein, dans le temps, on voit que la 377 donc a quasiment toujours été haussière, en tout cas sur ce graphique et sur cette échelle, c'est-à-dire depuis 2009. Et la seule fois où on a eu donc cette inflexion à la baisse, c'est maintenant, hein, c'est donc au mois de mars et avril. La différence, c'est que au lieu d'avoir eu un croisement à la baisse, eh bien, nous avons donc pour l'instant un refus, puisque les prix, eux, donc ont enfoncé donc très bas. Et lorsque l'on est donc un débutant, on doit se demander donc qu'est-ce que l'on pourrait donc interpréter à partir du moment où nous avons cela. On pourrait donc déjà donc se référer à une chose. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé donc avant au mois de janvier-février. Et donc ce trait que je me suis permis de mettre ici, eh bien, correspond donc à une tendance qui dit que par exemple les prix qui à un moment donné donc avaient fait un sommet au mois de décembre,
eh bien, ont battu leur record au fur et à mesure donc des jours qui avançaient sur le mois de janvier. Mais pour autant, donc, il y avait quand même donc des signaux sous-jacents, et c'est pour ça qu'en bas vous avez donc le MACD, qui est un indicateur justement qui permet d'avoir une lecture. J'avais pris donc l'exemple de l'électroencéphalogramme ou de l'électrocardiogramme, qui permet donc de voir de quelle manière, quelle santé nous avons, en apparence peut-être bien, mais après mesure peut-être pas. Et donc vous avez donc un MACD qui lui dit bah peut-être pas. Hein, en tout cas en janvier c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que nous avions ici, hein, je grossis volontairement et après donc je l'enlèverai, nous avions ici donc un sommet haut, plus haut sur le MACD, et alors que les prix eux faisaient des records donc à cet endroit-là, eh bien vous aviez un MACD lui qui n'en faisait plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc une divergence baissière. C'est-à-dire que les oscillateurs mesurent une faiblesse qui ne se voit pas sur les prix. Alors, le parallèle qui est que, bah oui, actuellement, il n'y a pas de divergence, forcément. Puisque là, aujourd'hui, quand on regarde le MACD, eh bien, il n'y a pas donc cette baisse, au contraire. La tendance est plutôt à la hausse. Eh bien, quand nous sommes dans cette situation-là, il faut pouvoir rentrer un peu comme un microscope pour voir donc l'infiniment petit et arriver à voir justement des virus et des microbes qui, toujours en apparence, hein, sur la surface, tout se passe bien. Dans le cœur, c'est un peu plus, c'est vraiment différent. Et bien là, nous allons passer justement en H4. Et le H4, lui, c'est un peu la partie justement microscope, microbienne. Hein. On peut descendre jusqu'à 1 minute évidemment, mais on va pas donc, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ce que l'on peut voir par contre, c'est que pendant cette hausse qui se passe actuellement, donc justement sur le S&P, nous allons faire la même chose. Nous allons prendre donc les sommets et nous voyons très bien que là, nous sommes en train forcément d'en faire. Des records, non, parce que les records, on les a eu donc au mois de janvier. Mais des records depuis la baisse, oui. Et quand on, justement, on tire une droite de tendance sur le MACD, eh bien, nous retrouvons à peu près la même chose que nous avions en janvier. C'est-à-dire, eh bien, nous avions eu un sommet, par exemple, sur le MACD en H4. Eh bien, à l'époque du début avril, donc 8 avril à peu près, et le 8 avril, on était donc au niveau de ces prix-là, c'est-à-dire au niveau de 2863. Vous voyez le retracement de Fibonacci de 61,3. Ça aussi, c'est un élément qu'on verra. Les personnes habitantes, vous verrez qu'il y a des mesures qui se font pas que sur les moyennes de Fibonacci que j'utilise, mais également sur les retracements. Ça aussi, on l'abordera. Et donc, à partir du moment où on était à 2863, là actuellement on est à 3050, ça fait donc quand même 200 points de plus. Eh bien, paradoxalement, vous avez un MACD qui lui donc est, si il était à ce niveau-là, et on va mesurer à combien il était à 58, eh bien aujourd'hui nous sommes à 24, vous voyez. Donc au niveau de la mesure des oscillateurs, il y a donc une faiblesse, même si en apparence, eh bien, le marché donc est très fort. Alors, il y a une structure que l'on peut reconnaître ici qui pourrait être également apparentée à une structure d'épaule, tête-épaule de haute tendance. Vous vous souvenez, on en avait parlé hier, où on aurait par exemple ici une tête, un semblant de tête ici, une épaule de gauche, une épaule de droite ici. De la même manière que l'on avait eu ici donc sur les points bas, sur justement donc le S&P, où nous avions donc sur la partie gauche ici une épaule de gauche, ici une tête et ici une épaule de droite. Et donc justement, je m'étais permis de gagner du temps en traçant donc la ligne de coup. Et cette ligne de coup, eh bien, pour connaître donc la projection, puisque c'est quand même pas non plus simplement joli, il faut aussi que ce soit utile quand on a donc ce genre de structure, qu'on arrive à la détecter. Eh bien, d'ailleurs sur le Market Insight, je sais plus, du 2 avril ou 3 avril, on en parle. On verra ça. Donc, faut justement vous les représenter. Et justement, donc ces apparences-là, à ce moment-là, donc au mois d'avril, donc on était dans cette période-là. Et donc j'avais déjà fait les projections. Eh bien, la projection elle nous envoie sur, elle nous envoyait à l'époque sur les 2900, 3000. Alors, ces projections-là, généralement, on les atteint, parfois on les dépasse, mais globalement, ça donne une bonne idée quand même de la projection de cette structure. Et apparemment, ça a quand même bien fonctionné. Je n'en vais pas plus là-dessus. On parlera donc des croisements de moyens mobiles. Est-ce que c'est un vrai croisement ou pas? Est-ce que nous sommes en divergence baissière ou pas? Est-ce que c'est vraiment ces éléments-là qui vont faire que le marché va partir à la baisse? Ou est-ce que ce sont les éléments des moyennes mobiles qui va faire qu'il va partir à la hausse? Actuellement, le marché donc est sur un fil du rasoir. Alors, le S&P, il a également donc un calcul qui est fait également sur le VIX, donc le VOLX chez XTB. Le VIX, c'est donc un indicateur de volatilité implicite. Alors, c'est un peu compliqué. Je m'explique. En schématisant, c'est un ratio qui vient entre put et l'école. C'est-à-dire que
un put, généralement, on va l'acheter si on a un risque baissier sur un marché. C'est-à-dire que si par exemple on a donc pour le cas du S&P, on est mettons à 3000 et on pense que ça va baisser à 2000. Eh bien, on va acheter un put. Donc à chaque fois que le marché va baisser, va perdre mettons, je sais pas, 100 points, eh bien le put, lui, eh bien on va peut-être l'acheter, je sais pas, peut-être à, je sais pas, 2 dollars, 3 dollars, 10 dollars, mettons. Eh bien, quand il était à 3000, il valait 10 dollars. Quand il descend donc à 2800, par exemple, il va valoir peut-être 50 ou 100 dollars. C'est une protection, c'est une couverture. Bon. Eh bien, le VIX, il est un peu calculé comme ça. Entre justement donc la protection que les investisseurs vont avoir, eh bien, ça définit donc lorsque le VIX se met à monter, c'est donc un indicateur contrarien. C'est-à-dire que quand il monte, eh bien, le côté contrarien fait que les autres indices baissent. La plupart du temps, c'est plutôt comme ça. Donc, pendant toute la phase que vous voyez ici, donc sur novembre 2019, janvier 2020, février 2020, la volatilité était très basse. C'est d'ailleurs pour ça que les indices donc étaient très très hauts. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à le faire, mais là on va le faire tout de suite. On va faire un comparatif. Et justement, je vais donc y mettre le S&P le S&P 500. Et donc, vous allez voir donc en comparaison ce que je viens donc de vous proposer, donc comme réflexion. Eh bien, à partir du moment où on avait donc un VIX qui était donc tout en bas, eh bien, nous avions un S&P qui était tout en haut. À partir du moment où le VIX s'est mis à monter et donc qu'il priçait le risque, donc les personnes avaient peur. D'ailleurs, on l'appelle le the Fear Factor Index. Donc, c'est l'indice de la peur. Et il porte très bien son nom puisqu'à partir du moment où il était donc dans les sommets, c'est-à-dire aux alentours des 80 à peu près, eh bien, nous avions un S&P qui est parti donc environ de 3400 points pour tomber à environ 2200 points. Donc c'est vraiment donc l'indice de la peur. Donc quand il monte, les indices baissent. Et donc là, on voit très bien qu'il y a à nouveau un chassé croisé où vous avez donc le VIX qui est parti donc à la baisse avec un S&P qui est parti à la hausse. Alors, on va l'enlever pour voir tout plus clair. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que par rapport à ce que l'on a déjà vu au niveau des structures, vous commencez déjà à connaître les biseaux descendants. Il y a un biseau descendant, il faut savoir que c'est à connotation haussière. Donc, théoriquement, on devrait avoir donc normalement plutôt une tendance qui devrait repartir à la hausse. Elle est soutenue, elle aussi, donc, et on reprend encore une fois les moyennes mobiles, vous les connaissez, et donc là aussi ça fonctionne. Et la moyenne mobile, donc à 144 périodes, qui était haussière, là elle est aplatie. Mais il faut aussi savoir que la moyenne mobile à 55 périodes, qui est plus courte, elle a croisé à la hausse. Elle est au-dessus. Et quand on a donc ce genre donc d'ordre, c'est-à-dire quand on est donc dans une tendance haussière, où on a d'abord la moyenne la plus courte, puis la moyenne la plus longue, ça veut dire qu'on est donc plutôt en tendance haussière. Même si les prix sont revenus donc dans cette zone-là, il y a toujours cette influence qui fait que les prix sont tentés donc d'être rappelés et attirés par justement cette moyenne mobile qui ne fait que traduire la psychologie de la masse, de la foule, qui fait que globalement, eh bien, il y a quand même toujours un facteur de risque qui est encore pricé donc chez les investisseurs, parce que si vraiment ils n'avaient plus peur de rien, ils disaient que de toute façon donc le marché va aller remonter sur des niveaux records, on n'a plus aucun risque, on devrait être à nouveau sur des niveaux qui devraient être là, c'est-à-dire au niveau de 10 à peu près. Enfin, en tout cas pour le Volix. Hein, pour le VIX, lui, on devrait être à 10. Pour le Volix, eh bien, on devrait revenir à 16, alors que là, on est encore à 30. Vous voyez, à 30. Donc ça veut dire qu'on price encore un côté donc de peur. Et si on regarde encore d'un peu plus près, eh bien nous voyons que nous sommes peut-être bien sortis donc de ce fameux biseau. Et pour voir peut-être un peu plus clair, on va aussi passer en H4. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le DAX, mais ou on le fera la prochaine fois. Il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien justement ce biseau que l'on voit ici. Eh bien, on avait eu donc plusieurs impacts, plusieurs contacts, plusieurs approches qui avaient rejeté les prix. Et à partir du moment où on l'a franchi, hein, quand on franchit généralement une résistance, on la franchit non pas au ralenti, mais très vite, très fort. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Et après, nous sommes venus backtester, c'est-à-dire que nous sommes venus donc sur un niveau qui était à la fois avant un niveau qui résistait, là devient plutôt un niveau qui supporte. Et alors que là, donc, nous avons donc des prix sur le S&P, on est d'accord, on l'a vu, qui fait des plus hauts de plus en plus hauts. Bizarrement, eh bien, vous avez un VIX qui, lui, eh bien, fait des plus bas de moins en moins bas. Là aussi, on a une divergence. Donc, globalement, donc, les fameuses résistances que j'ai mises ici donc, pouvaient correspondre donc, à des lignes de coût, toujours pour répondre donc, à l'idée, donc, aux hypothèses que nous pourrions avoir des structures en épaule tête épaule.
souvenez, hier, on parlait donc de structure en arrondi. On voilà déjà une. On voilà deux. Ici, peut-être bien une troisième. En tout cas, si on revient donc sur les 38 en ce qui concerne donc le Volix, eh bien, il faudra se poser la question si effectivement nous avons une projection possible, hypothétique, potentielle, qui nous enverrait donc avec un Volix. Alors, j'essaye de doubler le trait. Voilà, merveilleux. Qui nous enverrait donc avec des prix aux alentours des 49,50. En tout cas, on est à 15 minutes. Ça va durer un peu trop longtemps. On fera le DAX demain, je vous promets. Et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à communiquer. Ce sont des choses sur lesquelles vous avez appris. En tout cas, c'est le but que je recherche, de vous intéresser, de transmettre également des informations ou des connaissances, et aussi donc de pouvoir analyser le marché ensemble. Merci, à bientôt et bonne soirée. Au revoir.